Les eaux de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique ne se mélangent-elles vraiment jamais? À cette question, la plupart des gens répondront sans même y réfléchir, bien sûr que si. Après tout le monde a déjà entendu dire qu'il existe un immense océan mondial unique où l'eau circule librement du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Pourtant, une minorité de personnes affirment avec assurance qu'il existe une frontière visiblement nette entre les eaux du Pacifique et celles de l'Atlantique, et qu'elles l'ont même vue de leurs propres yeux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qui a raison? En réalité, cette question ne peut pas se résumer à un simple oui ou non. Bienvenue sur Perduchan. C'est parti, découvrons cela ensemble. L'océan mondial. Pour ceux qui raffolent des histoires sensationnelles, ce que nous allons dire risque d'être quelque peu décevant. D'un point de vue scientifique, les 5 océans de la Terre, les 3 immenses océans que sont l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, ainsi que les 2 plus petits, l'océan Arctique et l'océan Austral, ne forment en réalité qu'un seul et même océan mondial dont les eaux circulent sans cesse autour de la planète. Sous l'effet des courants marins, des vents, de la rotation de la Terre et des différences de température, l'eau de mer est constamment en mouvement et se mélange en permanence. Un poète dirait sans doute qu'il n'existe aucune frontière entre les mers. Mais comme vous le savez, les esprits créatifs ont parfois tendance à exagérer. Et lorsqu'il s'agit de décrire des phénomènes naturels, il est plus prudent d'éviter ce genre d'affirmation catégorique. En réalité, il existe bien certaines barrières, et nous allons justement en parler dans un instant. Pour le moment, retenons simplement qu'en théorie, une molécule d'eau de l'océan Atlantique peut finir par atteindre le Pacifique, puis poursuivre son voyage jusqu'aux côtes de l'Antarctique. Ces échanges d'eau se poursuivent sans interruption depuis des millions d'années. Alors, comment faut-il interpréter les affirmations de personnes dignes de confiance qui assurent avoir vu de leurs propres yeux une frontière parfaitement nette entre 2 océans et qui présentent de nombreuses photos et vidéos comme preuve? Cela signifie-t-il qu'il existe réellement des phénomènes capables de séparer, ou du moins de donner l'impression de séparer, les immenses masses d'eau de 2 océans, comme si une véritable barrière les divisait? Pourquoi voit-on une frontière entre les mers? Selon les règles du genre, nous devrions d'abord faire durer le suspense, vous laisser imaginer toutes sortes d'explications, puis révéler enfin la réponse. Mais par respect pour tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, nous allons cette fois commencer directement par la conclusion, autrement dit par une réponse franche à la question « Pourquoi la frontière entre 2 mers paraît-elle parfois si nette ?» En réalité, il est impossible de répondre à cette question en une seule phrase, car les eaux de 2 mers peuvent présenter des différences visibles pour de nombreuses raisons. La principale raison pour laquelle les eaux ne se mélangent pas instantanément, mais progressivement, est la différence de densité, laquelle dépend principalement de la température de l'eau et de sa salinité. Plus l'eau est froide et salée, plus elle est dense. Plus la différence de densité entre 2 masses d'eau est importante, plus leur mélange est lent. Une eau chaude est moins dense qu'une eau froide, et si en plus elle est moins salée, cette différence de densité devient encore plus marquée. Lorsque 2 masses d'eau de densité différentes se rencontrent, elles semblent presque se repousser. En réalité, même le mot « presque » est peut-être de trop dans ce cas. Par moments, les immenses masses d'eau de l'océan Atlantique et du Pacifique donnent réellement l'impression de se comporter comme 2 êtres vivants, 2 rivaux de force égale, refusant obstinément de franchir la ligne censée déterminer lequel est le plus fort. Bien entendu, il ne s'agit que d'une métaphore. Dans le monde réel, ce phénomène n'a rien à voir avec une quelconque volonté des océans. Il s'explique entièrement par les lois de la physique. Sous l'effet de ces différences, l'océan mondial se structure en plusieurs couches qui peuvent, pendant un certain temps, glisser les unes sur les autres ou se superposer sans pratiquement se mélanger. En océanographie, ces phénomènes sont décrits par des termes techniques tels que l'halocline, la thermocline et la pycnocline. L'halocline est une couche où la salinité varie brusquement. La thermocline est une couche où la température change rapidement. Et la pycnocline est une couche marquée par une forte variation de densité. Lorsque de telles couches se rencontrent, des phénomènes particulièrement étonnants peuvent apparaître. À la surface de la mer, on peut voir se former des bandes d'écume ou même une frontière incroyablement droite et parfaitement nette entre 2 eaux de couleurs différentes, visibles à l'œil nu.
Les zones où deux masses d'eau se rencontrent sans se mélanger immédiatement sont appelées des fronts océaniques. N'est-il pas finalement assez juste de comparer cela à un affrontement entre deux puissants rivaux ? Les scientifiques aussi apprécient parfois les métaphores. Fait intéressant, le golfe d'Alaska est souvent cité comme l'exemple le plus célèbre d'eau qui semble ne pas se mélanger. C'est l'un des endroits les plus connus au monde où l'on peut observer de ses propres yeux une frontière remarquablement nette. D'un côté du navire, l'eau est d'un bleu profond, presque noir, tandis que de l'autre, elle apparaît turquoise clair ou même blanchâtre. Il existe de nombreuses photos et vidéos immortalisant ce spectacle incroyable, d'une beauté à couper le souffle. Il s'agit précisément d'un exemple où des eaux de densité et de température différentes se rencontrent. Toutefois, ce ne sont pas les eaux de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique qui s'y rencontrent, mais l'eau du Pacifique et un courant chargé d'eau de fonte provenant des glaciers de la côte de l'Alaska. Ce courant de couleur claire contient une immense quantité d'eau douce issue de la fonte des glaciers d'Alaska. Cette eau est bien moins salée et beaucoup moins dense que l'eau de mer du Pacifique. Fondamentalement, il s'agit du même type de phénomène physique que lorsque les eaux du Pacifique et de l'Atlantique se rencontrent. Toutefois, si l'on cherche un exemple représentatif de la frontière entre l'Atlantique et le Pacifique, il est plus approprié de citer le front océanique situé à proximité du cap Horn. Un phénomène similaire peut également être observé à la rencontre de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, près du cap des Aiguilles, le point le plus méridional de l'Afrique. Enfin, dans le détroit de Gibraltar, où se rejoignent la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, la rencontre de masses d'eau de densité et de température différentes provoque un phénomène légèrement différent. Examinons maintenant ces trois cas un peu plus en détail. Bien qu'ils paraissent très différents les uns des autres, ils reposent en réalité sur des mécanismes étonnamment similaires. À leur origine se trouvent les mêmes lois de la physique, qui résultent de l'interaction entre des masses d'eau de mer aux propriétés physiques et chimiques différentes. Le cap Horn. Ici, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, les deux plus grands océans de la planète, le Pacifique et l'Atlantique, se rencontrent réellement. Certes, la frontière des eaux du tumultueux passage de Drake est loin d'être une ligne parfaite, comme celle que l'on peut observer dans le golfe d'Alaska, mais le spectacle n'en est pas moins impressionnant. Dans cette région, de gigantesques vagues se déchaînent presque en permanence. Près de la zone de rencontre apparaît une vaste bande d'écume, au-dessus de laquelle dérive constamment un brouillard glacial. De chaque côté, la mer est d'un bleu profond ou d'un gris acier, tandis que sa surface est recouverte d'innombrables crêtes d'écume blanche. La frontière entre les deux océans ne ressemble pas à une fine ligne, mais plutôt à une gigantesque bande en perpétuelle agitation, dont la largeur peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Les eaux du Pacifique sont légèrement plus chaudes et moins salées, tandis que celles de l'Atlantique sont plus froides, plus salées et donc plus denses. Dans cette région, la salinité moyenne est d'environ 34 à 34,5% du côté du Pacifique, contre environ 34,5 à 35% du côté de l'Atlantique. Cette différence peut sembler minime, mais elle est en réalité largement suffisante. C'est la combinaison des différences de température, de salinité et de densité qui forme ici un front océanique. En réalité, les environs du passage de Drake comptent aussi parmi les endroits où le mélange des eaux est le plus intense au monde. Le phénomène est dominé par le courant océanique le plus puissant de la planète, le courant circumpolaire antarctique. En transportant d'immenses volumes d'eau tout autour de l'Antarctique, ce courant mélange activement les eaux de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien. Selon l'angle de prise de vue, certaines zones des eaux du passage de Drake paraissent plus sombres sur les photos et les vidéos, tandis que d'autres prennent une teinte gris-vert. Mais dans son ensemble, c'est ce courant marin qui crée ce que l'on appelle les motifs de la mer. C'est également grâce à ce courant que se forment des bandes d'écume, ainsi que des accumulations d'algues, de plancton et de fines traînées de glace. Quant aux vagues géantes de plus de 20 mètres de haut, qui semblent surgir de nulle part, elles sont le fruit de l'action conjointe des courants marins et de la rencontre de masses d'eau de densités différentes. Le cap des Aiguilles. Ici, à l'extrémité sud du continent africain, se trouve la frontière entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Cette frontière sépare les eaux chaudes des régions tropicales des eaux plus froides de l'océan Atlantique. Contrairement au passage de Drake, la ligne de séparation est ici si droite qu'on dirait qu'elle a été tracée à la règle.
Le bleu éclatant de l'océan Indien est séparé de la surface plus sombre de l'Atlantique par une frontière si nette qu'elle saute aux yeux. Plus étonnant encore, lorsqu'on franchit cette frontière d'est en ouest, c'est-à-dire de l'océan Indien vers l'Atlantique, il arrive qu'à peine cette ligne magique traversée, l'air tropical lourd et humide laisse place, en quelques minutes seulement, à un vent glacial, tandis que la température chute brusquement de plusieurs degrés. Les eaux des deux océans sont si différentes que, jadis, les marins avaient parfois l'impression que leur navire ralentissait soudainement en passant des eaux de l'Atlantique à celles de l'océan Indien. Les légendes de monstres marins retenant les navires sont peut-être nées de ce genre de phénomène, mais à vrai dire, je n'en sais trop rien. En revanche, les scientifiques savent parfaitement pourquoi certaines espèces de poissons et d'algues restent confinées du côté de l'Atlantique. Par exemple, Ecklonia maxima, une grande algue de la famille des laminaires, ne pousse que dans les eaux froides de l'Atlantique. À elle seule, sa répartition permet aux biologistes de tracer avec précision la frontière entre les deux océans. Cette frontière agit comme un mur invisible, empêchant les organismes marins adaptés à une certaine salinité ou à une certaine température de passer d'un océan à l'autre. Plus étonnant encore, cette frontière marine apparaît même sur les sondeurs de poissons et les sonars. Lorsque des masses d'eau de densité différentes, et dans lesquelles la vitesse du son diffère donc également, se rencontrent, les sondeurs commencent à afficher une sorte de récif sous-marin à l'emplacement de la limite entre les couches d'eau. La frontière entre les océans agit parfois aussi comme un immense piège retenant toutes sortes de déchets. Le long de cette ligne où se rencontrent des eaux de densité différentes, on peut voir s'étirer de longues bandes de plastique ou des nappes d'hydrocarbures. Cela dit, cette sorte de sac poubelle naturel facilite au moins quelque part les opérations de nettoyage. En revanche, ce qui ne facilite certainement pas la navigation, mais la rend au contraire beaucoup plus dangereuse, ce sont les vagues scélérates, également appelées killer waves. Elles se forment lorsque le puissant courant chaud qui contourne le cap des Aiguilles entre en collision avec le courant froid venant de l'Atlantique. Alors, sans le moindre avertissement, une mer qui semblait parfaitement calme peut soudain voir surgir des vagues géantes atteignant une trentaine de mètres de hauteur. Un autre phénomène tout aussi dangereux est celui des tourbillons en anneaux, connus sous le nom d'anneaux des aiguilles. Ces gigantesques tourbillons transportent d'énormes quantités d'eau chaude d'un océan vers l'autre, emportant avec eux les animaux et les plantes qui y vivent. Si un navire venait être pris dans un tel tourbillon, même le marin le plus expérimenté comprendrait rapidement que la mer ne laisse jamais repartir facilement ceux qui sous-estiment sa puissance. Le détroit de Gibraltar. À l'endroit où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent par le détroit étroit de Gibraltar, se forme un phénomène exceptionnel, une véritable rivière marine à deux couches. Dans la mer Méditerranée, entourée d'un climat chaud, l'évaporation est très intense. La salinité de l'eau y est donc plus élevée, tout comme sa densité. Cette eau méditerranéenne lourde s'enfonce dans le détroit de Gibraltar et forme la couche inférieure de cette rivière sous-marine, qui s'écoule vers l'Atlantique à une vitesse d'environ 0,5 à 1,5 km/h. À l'inverse, l'eau de l'Atlantique, moins salée et donc plus légère, circule dans la couche supérieure et pénètre dans la Méditerranée à travers le détroit de Gibraltar à une vitesse de 1 à 3 km/h, soit environ 2 fois plus vite que le courant inférieur. Ces deux puissants courants glissent l'un au-dessus de l'autre dans des directions opposées, sans presque se mélanger, et leur interface devient le théâtre d'un autre phénomène remarquable, les ondes internes. Les ondes internes se forment lorsqu'un courant puissant franchit les reliefs du fond marin. Le principal relief sous-marin du détroit de Gibraltar est un seuil peu profond appelé le seuil de Camarinal. Lorsque la rivière sous-marine franchit cette marche, la surface de séparation entre les couches supérieures et inférieures se met à osciller, se déforme fortement et peut parfois s'effondrer vers les profondeurs. À la surface de la mer, les ondes internes apparaissent sous la forme d'immenses bandes s'étendant sur plusieurs kilomètres. Sous l'eau, en revanche, elles atteignent une hauteur de 50 à 100 mètres, et parfois même jusqu'à 150 mètres. Autrement dit, les vagues sous-marines peuvent être plusieurs fois plus hautes que les plus gigantesques vagues visibles à la surface. Fait fascinant, ces ondes internes sont même observables depuis l'espace. Comme elles génèrent de puissants courants verticaux et d'importantes turbulences, elles représentent un danger considérable pour les sous-marins et d'autres engins submersibles.
Vous l'avez sans doute compris à présent, les photos de mer qui ne se mélangent pas ne sont pas une invention, mais elles ne relèvent pas non plus du surnaturel. L'océan mondial demeure un ensemble unique et continu, mais il voit sans cesse apparaître en son sein des frontières étonnantes, parfois si nettes qu'elles sont visibles à l'œil nu. Ainsi, même si affirmer que les océans ne se mélangent pas constitue, du point de vue strict de la physique, une simplification assez grossière, cette formule reste un excellent point de départ pour susciter une discussion aussi fascinante qu'instructive. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.